Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news on Spectrum Television. Making news tonight, November 4, 2024. November 4, 1982 to November 4, 2024. Exactly 42 years since the resignation of the first president of the Republic of Cameroon, Amadou Ahidjo. This significant date recalls the mixed emotions when calm enveloped Yaoundé amid widespread fear and uncertainty as citizens gathered in the capital city to reflect on this pivotal moment, the nation's history. Highlights of this enduring and impactful political change on Cameroon's identity will be presented to you in this news edition. Also in this newscast, the recent changes in electricity rates in Cameroon represent not an increase but a necessary realignment with the pricing framework established by the regulatory agency in 2012. This adjustment addresses the long-standing freeze on rates, which has become sustainable due to the rise in production costs. By aligning rates with actual service costs, the government aims to stabilize the sector and prevent further financial deficits, ensuring a more sustainable energy future for the country. The stories in full and more we brought to you right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir Christelle Sec, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. 4 novembre 2024, les Camerounais se souviennent que c'est un 4 novembre. Le 4 novembre 1982, qu'Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun, démissionne de ses fonctions. Choc, incertitude, doute, parce que plusieurs ne s'étaient pas préparés à une telle décision. Dans le reportage qui va suivre, je vous propose de revenir sur ce moment historique. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Le cœur du pays, en quelques secondes, s'était arrêté de battre avec cette déclaration. Un acte d'une grande portée politique et historique, d'une rareté presque exceptionnelle en Afrique, qui troubla fortement le cours de la vie de plus d'un Camerounais. Amadou Ahidjo, 58 ans, tout premier président du Cameroun, venait ainsi volontairement, entre guillemets, de démissionner de ses fonctions de président de la République du Cameroun. Ceux qui ont vécu cette journée, notamment le contexte dans lequel est intervenu ce message, unique titre du 20h de ce 4 novembre 1982, qui commença avec plusieurs minutes de retard, ne manqueront pas de souligner le sentiment de peur qui s'était alors emparé des uns et des autres. Peur de savoir la signification réelle de cet acte, doute donc, mais également peur du lendemain, car nul n'était en mesure de certifier la suite des événements après le départ du père de la nation. Incertitude et consternation, car personne, sinon très peu, y était préparé. Pourtant, Amadou Ahidjo, qu'on disait minutieux dans son entourage, avait pensé à tout, même à sa succession. D'ailleurs, la deuxième partie de son discours de revoir sera consacrée à présenter son successeur constitutionnel, Paul Biya. Il invitera tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance à ce dernier. Mais le flou restera dans l'esprit des compatriotes. Amadou Ahidjo a-t-il été poussé à la démission ? Cette mise en scène a-t-elle été savamment orchestrée ? Ces questions surgiront un peu plus tard, d'autant plus que la suite des événements viendra confirmer ou infirmer les nombreuses thèses qui verront le jour. En démissionnant de ses fonctions de président de la République, Amadou Ahidjo gardera tout de même les rênes de son parti, l'UNC, malgré l'ouverture des portes du palais à Paul Biya. Voici que s'écrit une nouvelle page de l'histoire du Cameroun,
Une page qui portera désormais la signature de l'homme du renouveau. Amadou Ahidjo rentrera définitivement dans le passé, l'histoire. Une histoire qui retient que c'était un 4 novembre, le 4 novembre 1982. Petit exercice, très chers téléspectateurs, fermez les yeux et replongez dans cette folle journée. Comment avez-vous vécu la journée du 4 novembre 1982 ? Je vous propose de suivre ces quelques récits. Comme si c'était hier, les souvenirs de la journée du 4 novembre 1982 sont narrés avec une certaine aisance. Les détails, comme l'attente de l'édition de 20h du journal parlé de la radio nationale. On a attendu jusqu'à 21h, 22h. C'est après 22h là qu'on a suivi le discours d'Ahidjo. Disant qu'on a chanté l'hymne national. Quand le journal a commencé, on a chanté l'hymne national. Il a prononcé son discours. Et tout était... C'était tout ça le journal, la nuit là. Les gens, dans la nuit là, ils étaient quand même apérés, tout le monde rentrait à la maison vite. Ou encore le calme absolu dans lequel se cache la ville de Yaoundé après l'annonce de la démission du président Amadou Ahidjo. Je passe devant l'ancien palais, un coup de vent entre dans ma voiture, boum, je dis merde. Ça c'est quel genre? J'étais avec mon premier fils. Je dis, mais le type s'il veut déjà mourir, c'est quoi? J'ai dit comme ça là par hasard. Par hasard. Quand je quitte donc de là, on est allé payer le pain. Je prends le pain là, je m'avais donné à mon fils. Et je lui donne, il va laisser à la maison. Quand il descend à la maison, il remonte en courant. Il me dit, papa, il dit, ouais. Il dit, le président, il doit démissionner et il a laissé Paul Biya. Il dit, merde. C'est le vent là qui est passé dans ma voiture. J'ai roulé toute la nuit. Dans toute la ville de Yaoundé, il n'y avait ni voiture, ni moto, il n'y avait même pas les motos, ni voiture, ni rien, les bars fermés, le calme, il n'y avait pas de gens en route. Et aussi le sentiment de peur qui envahit certains habitants de la capitale politique qui avouent qu'à l'époque, ils n'envisageaient pas le Cameroun sans son premier président. Ça faisait peur, parce qu'à cette époque-là, on ne prononçait pas le nom de Ahidjo n'importe comment. Comme je voyais ma mère et ma grand-mère, pour parler d'Ahidjo, il faut aller dans la chambre, prononcer le nom d'Ahidjo. Donc quand le 4 novembre arrivait, c'était vraiment triste, tout le monde avait peur. On a eu tous peur, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et puis après, quand le lendemain est arrivé, on a compris que c'était bien, on pouvait aller. Le 4, on part à l'école, on voit comment le pays est calme. On nous annonce que le président Ahidjo a démissionné. Donc nous on a pris peur quand on rentrait de l'école. Quand on passait devant l'Assemblée, là on guettait, on regardait, on avait peur. La ville était presque morte. Hein? Tout le monde craignait quelque chose, qu'il y aura un mouvement. On a même été très surpris. Mais les Camerounais ont pris la chose comme ça. On ne savait pas ce qui s'est passé. On a cru que c'était même l'amusement. Peut-être que même il disait comme ça, il devait changer de décision. Rappel des faits historiques. Le 4 novembre 1982, Amadou Ahidjo, alors âgé de 58 ans, annonce contre toute attente sa démission pour raison de santé après 22 ans au pouvoir. Il est le premier président de la République du Cameroun de 1960 à 1982. En vertu des dispositions constitutionnelles, le Premier ministre Paul Biya lui succède. And back to Douala, the recent changes in electricity rates in Cameroon represent not an increase but a necessary realignment with the pricing framework established by the regulatory agencies since 2012. Onila Donet has the rest of the story for us. The new electricity rates are not an increase, as some may believe, but an adjustment to align with the pricing framework
established by the Electricity Sector Regulatory Agency ARCEL back in 2012. L'ARCEL a décidé que ENEO aligne à partir de ce 1er novembre. ARCEL has decided that ENEO should harmonize the electricity fee for prepaid metals with that of the postpaid metals. The rates for the postpaid metals are those who stems from the price schedule assigned in May 2012 by ARCEL. La décision d'imposition d'une nouvelle grille tarifaire qui a été signée en mai 2012 par ARCEL. These rates were established based on 4 key principles: usage, subscription power, type of metal, and volume of consumption. Additionally, a monthly review mechanism allows the energy supply company to adjust rates according to the customer's consumption history. Cette grille de 2012 dit que un client qui a... The 2012 price schedule says a customer that uses between 1 to 110 kilowatt will be charged 50 francs per kilowatt. A customer that consumes between 111 kilowatt to 400 kilowatt will be charged 79 francs per kilowatt. From 401 to 800, we'll see them pay 94 francs per kilowatt. And for customers that go beyond 800, they will be charged 99 francs. Au-delà de 800, se voit appliquer le tarif de 99. Enterprises will have a similar tiered structure, including the value-added tax. This move is to ensure equity, transparency, and simplicity of the billing process. Revient à la grille de 2012, on ne peut... From the 2012 price schedule, we cannot talk of an increase. We have grouped everyone according to their consumption, in line with the 2012 provisions. There are no new decisions. What was introduced earlier had its advantage and disadvantage. But now we return to the former prices, noticing it's stable. C'est plutôt stable. Controlling monthly subscription is essential for reducing cost. Avec ton volume de consommation. Donc, moins tu consommes, plus tu as de la chance de te retrouver dans une plage. When you consume less energy, you're likely to be placed at an advantageous price level. That's the essential part of this principle. When you consume less energy, we consider that you are poor. We apply the social pricing range. But when you consume more energy, we believe that you have enough money to give yourself comfort and all, so the price is high. So you will have to do all it takes to economize electricity. Ton tarif est un peu plus élevé. Donc, se battre pour consommer le moins possible, donc économie d'énergie. These changes took effect on November 1, 2024. Loin de l'électricité, on parle du réseau routier camerounais et alors que la polémique ne cesse d'enfler sur l'état des routes au Cameroun, polémique, vous le savez, relancée par le délégué général à la sûreté nationale, Yaoundé abrite une concertation dont l'objectif est de réduire les coûts des travaux de bitumage au Cameroun. Selon des experts, il serait bien de désormais privilégier le matériel fabriqué localement. Inès Pangan. Une question d'actualité sur l'état du réseau routier camerounais, tout en tenant compte qu'en décembre 2023, près de 9% de celui-ci est bitumé. Une route, disons, à entretenir sur une durée de 7 ans, 10 ans, route en terre non bitumée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une portance satisfaisante, acceptable? Des essais de réponse penchent entre autres vers une plus grande exploitation des matériaux locaux dans la réalisation des routes. Les moindres dégradations d'aujourd'hui, ce sont les grosses dégradations de demain. Donc il faut aussi plaider pour un suivi d'entretien suffisamment bien maîtrisé. Et je peux même dire par anticipation, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'un trou se développe d'abord avant que demain on vienne, n'est-ce pas, constater que ça a coupé la route. Et puis après, il faut maintenant, plutôt que de refaire, n'est-ce pas, le désordre, plutôt initier, n'est-ce pas, la reconstruction de la route. Et d'un meilleur entretien des routes déjà existantes avec une approche préventive. Dans la conformité de la norme, c'est aussi une manière d'utiliser et de valoriser, n'est-ce pas, les produits dont nous disposons au Cameroun et qui sont vraiment de caractéristiques diverses, hein, aussi divers
qu'important pour la construction. N'est-ce pas, dans la zone littorale, on a de la pouzzolane. Dans la zone du nord et de l'extrême nord, on a du sable. Dans la zone de l'ouest, du sud jusqu'à l'est, on a de la latérite. Donc tout ça, c'est autant de forces que nous disposons. Le sujet du redimensionnement des routes du réseau camerounais est au centre d'une réunion ce 4 novembre 2024 au ministère des Travaux publics à Yaoundé. Il est à relever que la structure de la chaussée représente près de 25 à 40% du coût des travaux de bitumage d'une route et peut aller jusqu'à plus de 70% pour certains travaux de réhabilitation routière. Promouvoir la culture du manioc pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Cameroun et valoriser son potentiel, c'est l'objectif visé par le Festival international du manioc All Cassava. La première édition se tient du 11 au 16 novembre prochain, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Le lancement a eu lieu ce 4 novembre par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois. Également appelé manne du ciel, le manioc, denrée consommée des tubercules aux feuilles, présente la multitude de ses produits alimentaires et par ricochet son potentiel économique. Le manioc est ancré dans notre culture. Depuis la nuit des temps, nous consommons le manioc, nous nous soignons avec le manioc et nous transformons aussi le manioc pour l'amidon. Or, il s'avère que cet amidon est très important et il vaut de l'or. Alors, nous avons décidé de sensibiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur manioc afin qu'ils sachent que oui, le manioc a un potentiel économique énorme et nous sensibilisons aussi les jeunes pour qu'ils sachent que l'avenir est dans l'agriculture. Nous sensibilisons les artisans agro-pastorales pour que les uns et les autres puissent les aider à réduire la pénibilité de leur travail et qu'elles puissent s'en sortir à travers la transformation du manioc. Loin des dérivés locales connus tels que le bâton de manioc, le tapioca ou encore l'amidon, le manioc est utilisé dans l'industrie brassicole, la cosmétique, la pharmacopée africaine et celui-ci n'aurait pas encore livré tout son potentiel. Est donc interpellé ici l'expertise des populations de divers secteurs d'activité. Nous attendons les populations pour qu'elles viennent découvrir les 30 façons de manger le manioc, qu'elles viennent découvrir les richesses du manioc. Nous attendons les banquiers pour qu'ils viennent sensibiliser, ils viennent vulgariser leurs produits de banque parce que les producteurs du manioc ont besoin de financement pour agrandir leurs activités. Nous avons besoin des assureurs parce que l'assurance agricole a besoin d'être vulgarisée. Nous attendons ceux qui font dans la transformation du manioc, ceux qui font dans les normes certification du manioc parce que l'offre des dérivés du manioc est très insuffisante. La demande est énorme. Et parlant de l'import-substitution, nous avons besoin des dérivés du manioc pour aller attaquer le marché international. Alors pour cela, on a besoin d'être arrimé aux normes internationales. Du 11 au 16 novembre prochain, à la Maison du Parti à Bonanjo, c'est ici à Douala, s'ouvre le Festival international du manioc All Cassava. Je vous invite à participer aux ateliers de réflexion parce que lors de ces ateliers, nous aurons des experts dans le domaine. Nous aurons particulièrement le parrain, les experts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui vont vous parler de l'état des lieux de la production du manioc au Cameroun. Nous aurons des experts en conservation du manioc parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans la conservation de ce tubercule. Donc venez écouter les experts et vous édifier sur tout ce qui concerne le manioc. La pénurie en farine et dont les spéculations autour de ce produit sont quelques corollaires du conflit russo-ukrainien. Une situation qui a poussé chaque État à penser aux denrées de substitution. Parmi celles-ci, le manioc, dont le lancement de l'exposition a lieu ce 4 novembre 2024. Bon appétit à tous ceux qui sont à table et qui se régalent en ce moment de produits dérivés du manioc, bâton de manioc, couscous de manioc, tapioca ou même encore miondon. Je vous propose à présent d'écouter Samuel Dieudonné Ivara Dibois, le gouverneur de la région du littoral, revient sur l'importance du Festival international du manioc All Cassava.
Le festival Al Cassava revêt à nos yeux une importance capitale et constitue une réponse de l'ONG FADEC pour la politique d'import-substitution nationale que notre pays a engagée depuis le conflit russo-ukrainien. D'excellents produits dérivés à base du manioc, avec une qualité particulière sur ses propriétés nutritionnelles et organoleptiques. Ces derniers peuvent être utilisés en boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, etc. L'ONG FADEC vient à coup sûr démontrer les opportunités de croissance économique à travers la filière manioc. Pour saisir toutes ces opportunités, le festival Al Cassava a décidé de réunir autour d'une table tous les acteurs de la chaîne de valeur du manioc. Ainsi, à travers un discours franc, toutes les parties prenantes relèveront les freins pour certaines pour s'engager dans les projets d'exploitation agricole du manioc. Le festival a fait appel, bien entendu, aux producteurs. Ils sont les acteurs principaux de cette chaîne de valeur et ils doivent exposer toutes les problématiques auxquelles ils font face. Aux institutions de financement, qui sont de nature diverse, des ONG, des banques, etc., et qui doivent accompagner les producteurs dans l'acquisition du matériel, l'achat des brevets d'invention, l'achat de terres et autres. Aux assureurs, oui, pour nous qui sommes des pays agricoles, nous devons développer des réflexes qui protègent nos exploitations. Nous vivons des changements climatiques depuis quelque temps. Il est donc nécessaire de souscrire aux assurances agricoles. And away from our local stories, we now take on our international stories. UNESCO has expressed deep concern over the looting of Sudan's cultural heritage amid the ongoing civil war. The Sudan National Museum, a key site for ancient artifacts, has been severely ransacked, with looters taking valuable items to border areas. More of the story with our foreign partners, the Voice of America. VOA travelled to the House of the Khalifa, a museum in Sudan's war-torn city of Omdurman, prompted by a report by UNESCO, the UN agency for the protection of cultural heritage sites. UNESCO has expressed concern that exhibits from this museum and from Sudan's National Museum in Khartoum have been stolen. Inside, we found smashed display cabinets left empty and damaged exhibits that belonged to the Khalifa, a 19th century Sudanese ruler and important national figure. Jamal Mohammed Zain Al Abidine works for the Sudanese Authority for Antiquities and Museums. He says the museum's public-facing area was attacked, along with its storage facility, which held items like silver coins and swords belonging to historical figures. The coins were plentiful, but around 30 to 40 prominent artifacts were also taken. The storage facility itself was thoroughly looted. Even our data was stolen. We had numerous computers and monitors which held critical information. UNESCO has also expressed concern for Sudan's 3 World Heritage sites, such as the more than 2,000-year-old pyramids of Meroe seen here. UNESCO says that without proper protection, more damage could occur. Without guards, without police security surveillance and fire alarm systems also, Sudanese museums today remain vulnerable to looting and vandalism. And so this is a very painful situation. Altnodder says such losses could have a profound impact. And these crimes deprive people of their history, their identity, their memory, and in the long term, this undermines social cohesion. It's a massive loss. Back at the House of the Khalifa, the sound of shelling and gunfire began to get louder. And VOA's local guide suggested exiting the area. Clear signs that this museum, like many other heritage sites in Sudan, remain vulnerable. Henry Wilkins, VOA News, Omdurman, Sudan.
And now we talk sports in this newscast. The Vuri Divisional Football League has organized a pre-season tournament to help prepare teams in the Littoral region. The new football season tournament kicked off on Saturday with Elite One sides Ash and Avion losing to the regional teams. More with Oni Ladonet. Regional side Dauphine Football Academy delivered a commanding performance, defeating Elite One's Astor of Douala 3-0 in a pre-season tournament organized by the Vuri Divisional Football League. The match held at the annex of the Reunification Stadium on Sunday saw Alu Cissé net the opener for Dauphine, followed by Kewang doubling the lead to 2-0. An unfortunate own goal from Sego sealed an emphatic victory for Dauphine in their tournament debut, making them the second regional side to win their opening match. The first is Atlantique of Kribi. The side set the tone earlier on Saturday, taking down Avion Academy 3-1 in Bonamusadi. Sambo Sali shone with a brace, while Betosi Maxime added another, ensuring a solid start for Kribi. Dumbe Isido managed the consolation goal for the academicians. With this win, Atlantique leads Pool B with 3 points. In another Pool B encounter, Union and Aigle of Mungo battled to a hard-fought 2-2 draw, while the highly anticipated clash between Bamutus of Buda played on Sunday and Dynamo of Douala ended goalless, with Pangel Lobe missing a crucial penalty. This pre-season tournament is organized in order to prepare teams ahead of the new football season. And that's the package we put together for you on tonight's news edition on your TV, Spectrum Television. Thanks again for being with us. Joining tomorrow for more news and fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.